Ce que vous appelez le passé ne vous est jamais parvenu intact. Il arrive en fragments, des photos jaunies par le temps ou coins pliés par des doigts oubliés, des visages gravés dans la pierre érodée et des histoires incomplètes sur un papier craquelé. Ces traces n'ont pas toutes survécu de la même manière. Certaines sont copiées, préservées, d'autres pourrissent dans l'ombre. Et derrière ce tri silencieux, une question. Les vainqueurs écrivent-ils vraiment l'histoire ? Cette phrase semble une vérité gravée. Les gagnants, grâce à l'épée, au canon ou bien au pouvoir, tiennent la plume. Les perdants, eux, deviennent ombres et notes oubliées. Mais ces fragments murmurent autre chose, une histoire plus subtile, plus vivante. Alors, prenons donc le temps de les écouter ensemble. Longtemps, cette idée m'a semblé suffisante. Elle explique les gloires unilatérales et les silences suspects. Mais plus je me suis intéressé à l'histoire, plus la complexité apparaît. Celle-ci n'est pas un combat à élimination. Vous pouvez gagner militairement, mais vous perdez la manière dont l'histoire sera racontée. Vous perdez les batailles, mais votre culture infuse les siècles. Alors aujourd'hui, nous explorons cette nuance qui change tout. Waterloo d'abord. Napoléon perd. Les Anglais célèbrent leur sauveur, Wellington. Le vaincu se fige en caricature. Le petit caporal, parfois réduit à une figure exotisée de Corse dans la propagande. Beaucoup d'aspects, notamment le sort des soldats ordinaires et des prisonniers français, restent longtemps secondaires dans les versions dominantes. À l'opposé, nous avons Rome. L'Empire s'effondre, mais survit autrement. Son droit renaît à partir du XIe siècle, notamment à Bologne. Sa langue latine devient français, espagnol et même italien. Son idée d'empire traverse Byzance, Charlemagne, jusqu'à Napoléon. Rome perd alors militairement, mais elle gagne par infusion culturelle, comme un gène qui change d'espèce. Les Vikings, eux, contrastent totalement. Des raids terrifiants sur des monastères anglais dès le 8e siècle. Des Scandinaves atteignent Constantinople via les routes fluviales et la garde varangienne. Pourtant, leur histoire nous échappe. Pourquoi ? Ils laissent des traces, des runes, poèmes, mais peu de narration suivie. Les sagas restent longtemps orales, fragiles face au temps. Leurs ennemis, les moines chrétiens, gardent la plume. Le viking devient alors un barbare hurlant sous la pluie. Ils gagnent les batailles, mais ils perdent la version qui restera. On aime se dire que le passé forme une sorte de ligne claire, presque logique, comme si les événements avaient attendu sagement qu'on vienne les ranger dans le bon ordre. En réalité, ce que nous recevons ressemble plus à une construction patiente, faite après coup avec des morceaux choisis, des enchaînements qu'on reconstruit et des liens qu'on trace entre des choses qui, sur le moment, n'avaient rien d'évident. Avec exactement les mêmes faits, on peut produire plusieurs versions cohérentes, parfois même opposées, simplement en changeant l'angle, le point de départ, ou ce qu'on décide de mettre au centre du cadre. Une conquête peut devenir une libération, un effondrement peut se transformer en transition nécessaire, et une disparition peut passer pour un simple détail de parcours. Ce n'est pas forcément une manipulation consciente, c'est souvent plus banal que ça. C'est le besoin très humain de faire tenir ensemble ce qui, à l'origine, était surtout chaotique. Et au passage, comme dans tout bon montage, on finit toujours par donner l'impression que tout avait un sens depuis le début. Même quand, honnêtement, personne n'en savait rien. Vous sentez la nuance qui se dessine petit à petit, la victoire militaire ne garantit rien. Et surtout, ce ne sont pas toujours les vainqueurs qui écrivent. Ce sont ceux qui ont accès à l'écriture, à l'encre, au papier, à l'archive. Écrire l'histoire demande du temps, des lieux de conservation, des institutions capables de dire « ceci compte ». Pendant des siècles, ce pouvoir appartient aux cours, aux administrations, aux religieux. La mémoire se fabrique alors comme un tri. On conserve ce qui justifie, on résume ce qui dérange. Et il arrive que ce ne soit même pas une manipulation. Bien souvent, c'est une inertie. L'événement arrive, puis quelqu'un décide s'il mérite d'être recopié ou non. On s'intéresse beaucoup à ce qui nous est parvenu. C'est normal, c'est tout ce qu'on a sous la main. Mais on oublie presque toujours de penser à tout ce qui s'est perdu en route, sans bruit, sans cérémonie, parfois sans même que quelqu'un se rende compte que ça disparaissait. Des témoignages jamais notés parce qu'ils semblaient anodins, des objets détruits avant qu'on ait eu l'idée de les regarder autrement que comme des débris, des pratiques qui se sont éteintes tranquillement, faute de quelqu'un pour juger qu'elles méritaient d'être conservées. Le problème, ce n'est pas seulement que ces éléments manquent, c'est qu'une fois disparus, ils ne peuvent plus rééquilibrer le tableau. Ce qui reste finit alors par occuper tout l'espace, non pas parce que c'était plus juste ou plus important, mais simplement parce que c'est encore visible. À partir de là, notre vision du passé devient forcément un peu bancale, comme une table à laquelle il manquerait des pieds. Elle tient debout, oui, mais on évite de s'appuyer trop fort du même côté. Mais plus tragique encore, nous avons la Mésoamérique. Maya et Aztèques développent une astronomie précise, une écriture complexe. Mais les temples sont majoritairement rasés après l'arrivée des Espagnols, et des précieux codex sont brûlés au XVIe siècle. Parmi eux, seulement 3 survivent longtemps, et un 4e, le codex Grolier, aujourd'hui appelé Maya Codex of Mexico, est désormais largement reconnu comme authentique. Leur mémoire collective s'est donc fracturée.
Leur effacement ne vient pas tant de la défaite que de la destruction de leur transmission. À des siècles et des milliers de kilomètres d'écart, en Gaule, César écrase Vercingétorix à Alésia. Le chef gaulois survit oralement, puis revient au XIXe siècle comme héros national français. Les fouilles archéologiques révèlent un oppidum sophistiqué. Cette fois-ci, le sol parle plus fort que les textes. Au Moyen-Âge, les moines copistes ne gagnent aucune bataille, mais ils contrôlent parchemin et encre. Ils deviennent donc les gardiens de la narration. Et c'est là que l'archéologie devient une gêne. Parce qu'elle ne se discute pas, elle remonte simplement. Elle sort du sol des choses que personne n'avait intérêt à écrire. Des villes dites primitives, qui révèlent des réseaux complexes. Des batailles racontées comme propres et dont la terre remontre la violence réelle. Des peuples qualifiés de sans culture et dont les objets prouvent l'inverse. Le texte raconte ce que l'autorité veut transmettre. Le sol raconte ce qui a été laissé derrière. Il arrive que les deux choses se contredisent. D'autres fois, elles se complètent. Et parfois, il rend une voix à ceux qui n'avaient pas de plume. À ce stade, une question se pose. Comment sait-on concrètement qu'une version de l'histoire n'est pas biaisée ? Une version officielle laisse presque toujours des traces de sa fabrication. D'abord, le silence, quand un événement majeur n'existe que dans une seule source. Ou alors, quand certaines voix disparaissent brusquement. Ce n'est pas une preuve, mais c'est un signal. Ensuite, le vocabulaire. Les récits institutionnels adorent les mots propres. Pacification, réorganisation, et pas mal de mots qui finissent en « yon ». Mais il y a aussi des mots un peu trop lisses, pour masquer des réalités parfois bien plus violentes. Autre indice, l'absence de symétrie. Une victoire trop détaillée sans parler des civils, des conséquences locales ou encore des perdants. Et enfin, une cohérence excessive. La vraie histoire est souvent sale, contradictoire et incomplète. Elle est difficile à démêler et il est parfois compliqué de trouver les tenants et les aboutissants. Mais quand tout s'emboîte trop bien, on quitte la mémoire pour entrer dans la mise en scène. Et ce mécanisme est encore très actuel, il n'appartient pas du tout au passé. Pour la première fois, l'histoire s'écrit pendant les événements. Chaque crise laisse derrière elle des millions d'images, de témoignages, de versions concurrentes, des vidéos prises au même moment d'un angle différent. Le problème n'est plus le manque de sources, mais bien l'excès. Trop d'images pour tout vérifier et trop de récits pour tout hiérarchiser. Alors, un nouveau pouvoir apparaît, celui qui sélectionne, celui qui rend visible, celui qui a l'opportunité de rendre chaque contenu soigneusement sélectionné viral. Ce qui circule devient vrai, ce qui disparaît du flux disparaît presque de la mémoire collective. Ce n'est plus une histoire écrite par les vainqueurs, c'est une histoire écrite par la visibilité. Vous comprenez maintenant, les vainqueurs écrivent certes, souvent le premier jet, mais le temps réécrit. Les pierres mayas, les traditions enfouies, les fragments numériques, quelque chose résiste toujours. L'histoire n'est pas figée, c'est un fleuve chargé de débris où certaines idées coulent et d'autres réapparaissent transformées. Ce qu'il écrit vraiment, ce n'est ni l'épée ni la plume, c'est la mémoire qui survit. Et peut-être que la vraie question, aujourd'hui, ce n'est pas qui a gagné, mais plutôt qu'est-ce qu'on laissera derrière nous. Si comme moi ces questions vous parlent et que vous êtes intéressé par l'art, l'histoire, les mystères du monde et autres bizarreries, abonnez-vous. Et surtout, dites-moi en commentaire quel récit officiel vous intrigue ou quel sujet vous aimeriez voir abordé dans une autre vidéo. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout, et à très bientôt.